Dans le cadre de l'appel à projet ANR Sargassum, le projet César a débuté il y a 2 ans. Il traite de la gestion des crises en lien avec les échouages de sargasses en Martinique, en Guadeloupe, sur l'ensemble des territoires des Petites Antilles et plus largement de la Grande Caraïbe. Le consortium est composé de collègues de l'IRD, du CNRS, de l'Université des Antilles, de l'Université presbytienne Mackenzie à Sao Paulo, de l'Université fédérale du Pará au Brésil. Et à côté de ce consortium, on a aussi des partenaires privés, un partenaire privé plus spécifiquement qui s'appelle CLS, qui travaille sur la télédétection et la prévision des échouages de sargasses. Et on a un partenaire européen qui est NIOS, qui est l'équivalent de l'IFREMER en France. C'est un projet qui bénéficie de beaucoup de financeurs. D'abord l'ANR, qui est à l'initiative de l'appel à projet, la collectivité territoriale de Martinique, les fonds FEDER, le FAPESP, côté Brésil, et puis bien évidemment des partenaires comme le CNRS et Météo France qui fournissent du temps de travail au projet. Le projet César a pour but de fournir aux décideurs des outils méthodologiques et techniques pour leur permettre d'avoir des réponses plus adaptées aux échouages de sargasses. Il se décline en 2 volets. Un premier work package, orienté sciences et techniques, se concentre sur la prévision et l'observation des algues brunes. Un deuxième work package, orienté sciences humaines et sociales, se concentre lui sur la gouvernance et la gestion de crise. Le Work Package WP1 est piloté par Météo France et le CNRS. Météo France Antilles-Guyane aborde une approche opérationnelle pour améliorer sa prévision, car depuis 2011, le phénomène s'installe et évolue. Tu vois que le pic, il est 2 fois plus conséquent, en tout cas sur la saison précédente. Donc du coup, on va peut-être revoir les critères un petit peu de taux de changement par rapport à la sévérité des échouements que l'on connaît dans notre territoire. Ouais, donc là, l'année de référence va un petit peu évoluer là, par rapport à 2011 en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, la moyenne, elle remonte et puis... Voilà, c'est ça. Ouais. On est sur des amplitudes qui ne sont plus celles où on esquissait que l'année 2018 était vraiment l'année où on a connu le plus de sargasses en dérive, puisque voilà, depuis 2020, on a une croissance des pics qui a l'air de se préciser. Ouais. De se préciser. D'accord, bon, on va ajuster ça alors. Bon. Météo France opère avec un modèle de dérive océanique, le modèle MOTI. À l'origine, pour les nappes de pétrole, il a été utilisé pour paramétrer la dérive des sargasses. Mais pour vérifier ce modèle, des éléments d'observation doivent être réunis. Les éléments d'observation sont pour l'instant des campagnes qu'il y a eu avec des bouées qui ont été immergées dans des sargasses et pour lesquelles on a apprécié la dérive. Et on a croisé en fait ces éléments d'observation avec des éléments de prévision, et fait des scores, des calculs de scores et voir comment on peut, en paramétrant, en changeant la sensibilité, la représentation de la sargasse, sa masse volumique, son fardage, c'est-à-dire sa prise au vent, comment on peut arriver à améliorer la performance de la dérive. Donc les résultats clés, aujourd'hui, c'est la paramétrisation de la sargasse, sa masse volumique, sa prise au vent, dans le modèle opérationnel. En présentant maintenant des scores qui sont bien meilleurs que ce qu'on avait précédemment. Quelle interprétation peut-on faire alors de ces résultats ? Depuis 2011, les données collectées ont permis de mettre en évidence la récurrence des échouages de sargasses. En comparant les années, Météo France confirme que le phénomène est installé. À partir de ce constat, le monitoring et la transmission des informations récoltées aux autorités sont eux aussi instaurés. Un enjeu se révèle alors, celui de mettre tous les acteurs autour de la table. C'est vrai qu'on avait un objectif assez rapide d'améliorer la représentation de l'objet sargasse dans MOTI, mais on s'est rendu compte que la question de la surveillance et de l'échouement de sargasse était assez complexe, multi-échelle. Il y avait à la fois la représentation d'un sargasse par la télédétection, la représentation d'un sargasse quand elle échoue, c'est-à-dire quel est le volume de sargasse qui échoue. Donc globalement aujourd'hui, on a un enjeu sur l'appréciation de la quantité. Donc nos efforts portent maintenant sur la capacité à mieux prévoir la quantité de sargasse qui va arriver. C'est un vrai défi, tous nos efforts portent là-dessus, parce que c'est ceux-là qui vont permettre aux acteurs de dimensionner les efforts à mettre pour l'évacuation, pour le traitement, etc. Alors les enjeux aujourd'hui, pour nous, c'est
mettre tous les acteurs autour de la table. C'est pour ça que dans le projet César, le volet sciences humaines est important. Par exemple, on cherche à faire rencontrer tous ceux qui observent et qui peuvent amener de la donnée observation, qu'elle soit en mer, à la côte. Car il s'agit en fait de structurer la présence des données, les données observées étant fondamentales pour pouvoir vérifier les prévisions. Donc là, notre effort porte sur la structuration des acteurs de l'observation, et c'est là qu'on a ce lien particulier dans le projet César avec le LC2S, c'est faire rencontrer des acteurs différents, ceux qui sont à la côte, ceux qui sont en mer, ceux de la télédétection, ceux qui mettront des drones ponctuellement pour appuyer la précision de la localisation des sargasses. Tous ces acteurs doivent travailler ensemble pour que la data soit présente et maîtrisée pour améliorer le dispositif. Il est essentiel d'améliorer la capacité à prévoir la quantité de sargasses qui va échouer, car cela va permettre aux acteurs de dimensionner les efforts à engager pour l'évacuation et le traitement des algues brunes. Les travaux du CNRS, eux, se consacrent à de la recherche fondamentale. Le Centre national pour la recherche scientifique a collaboré avec NIOZ, l'Institut royal néerlandais de recherche sur la mer, une collaboration qui a été cruciale pour contextualiser et problématiser l'utilisation du modèle lagrangien multi-échelle dans la prévision, une semaine à l'avance, des échouages de sargasses. Bien que la résolution des données puisse introduire des incertitudes, l'approche offre une méthode prometteuse pour anticiper les mouvements de cette algue brune. Au sein du consortium César, des efforts considérables ont été déployés pour élaborer une approche étape par étape vers une prévision opérationnelle impliquant des experts de NIOZ et du CNRS. Avec de la téléobservation, ils cherchent à améliorer les modèles de prévision à des échelles communales, voire d'une baie, et ainsi produire des indicateurs d'aide à la décision. Bien, dans le cadre du Work Package 1 du programme César, on a une phase qui consiste à analyser des images satellites de deux sources différentes, les images Sentinel-3 et Sentinel-2 des satellites européens, de l'Agence spatiale européenne. L'objectif d'exploitation de ces données de géolocalisation des sargasses, c'est de les intégrer dans des modèles de dérive comme celui de Météo France, le modèle MOTI, et en parallèle, on travaille aussi sur d'autres modèles en open source qui vont permettre d'évaluer la dérive des sargasses selon certaines conditions environnementales et en fonction de leur localisation géographique. En timing, c'est-à-dire à peu près à quel moment les sargasses sont censées s'échouer le long des côtes, quelle surface de sargasses, quel volume, afin d'informer la collectivité et les communes pour qu'elles puissent anticiper et mobiliser les moyens techniques pour récupérer ou empêcher l'arrivage de ces sargasses. Deux méthodologies de conception d'indicateurs sur le risque d'échouage des sargasses ont donc été produites dans le cadre du projet César, l'une par Météo France Antilles-Guyane, le modèle MOTI, et l'autre par l'entreprise CLS, Collecte Location Satellite. Le Work Package 2 est piloté par l'Université des Antilles et l'Université fédérale du Pará, au Brésil, dans le cadre de l'IRN IRCAB. Il interroge sur les organisations et les institutions, sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre pour atténuer cette crise et la gérer. La sargasse, du point de vue de l'économiste, a des conséquences sanitaires et cause des dégradations matérielles. L'individu subit une perte de bien-être. Qu'est-il alors prêt à faire pour limiter cette perte ? Prenons donc cet angle d'attaque de perte de bien-être. On va donc s'intéresser à savoir qu'est-ce que l'individu peut faire pour limiter cette dégradation de son bien-être. Et prenant les outils de l'économie de l'environnement, on va donc s'intéresser à des mécanismes qui permettraient donc aux individus de révéler leurs capacités ou les moyens qu'ils sont prêts à mettre en œuvre pour limiter cette perte en bien-être. Et l'une des techniques qui est souvent utilisée en économie de l'environnement, c'est de pouvoir soumettre les individus qui sont impactés par les échouages à des questionnaires, un certain nombre de questionnaires. Et les questionnaires sont souvent profilés de telle sorte qu'ils parviennent à terme à révéler les préférences des individus. 1400 questionnaires ont été soumis en Martinique et en Guadeloupe à des entreprises, des résidents et des touristes. Objectif, connaître leurs dispositions à payer ou à donner du temps.
Ce qui ressort un peu de notre étude concernant les entreprises, c'est que la plupart, plus de 3/4 des entreprises ne sont pas prêtes à financer le nettoyage ou alors la prévention contre les échouages. Les 1/4 qui sont disposés à pouvoir financer, à contribuer, en moyenne, il ressort qu'ils ne sont prêts qu'à contribuer à 3% de leur chiffre d'affaires. Mais par contre, on a aussi un autre volet de notre étude qui nous a permis de constater que, bien vrai que ces chefs d'entreprise ne sont pas prêts à consacrer une grande proportion de leur chiffre d'affaires au nettoyage, mais ils sont quand même disposés à donner du temps. C'est la grande particularité qu'on a fait ressortir de notre étude. Et on l'a aussi observé chez les résidents. Et en moyenne, la grosse majorité de la population n'est pas prête à payer parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas responsables de ces échouages, ils ne sont pas prêts à payer. Mais pour la proportion de la population qui est prête à payer sur les 2 îles, on voit qu'ils sont prêts à payer en moyenne 86 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Et également, l'autre résultat qu'on ressort, c'est qu'ils sont prêts à consacrer 6 jours de leur temps par année au nettoyage. Dans leur démarche, les chercheurs ont choisi de s'intéresser aux entreprises et aux particuliers. Mais le point de départ, ce qui les a motivés à aller dans cet angle, c'était le flou autour du rôle des pouvoirs publics. Qui est responsable, qui paye, qui finance. Donc déjà, on avait l'État qui renvoyait la balle aux collectivités, les collectivités qui renvoyaient aux mairies, les mairies qui les renvoyaient à la collectivité. Donc il y avait un peu ce flou pour la population. Et on sait que lorsque la population est dans cet état de flou, donc il y a des initiatives personnelles qui peuvent être prises en compte. Donc on pouvait donc voir, c'est pour cela qu'on a opté pour cet angle de voir donc si les populations étaient elles-mêmes prêtes à se prendre en charge. Un angle d'attaque qu'on pourrait déjà exploiter, on en a discuté avec les collègues parce que nous sommes 3 à travailler là-dessus, mes collègues Gilles Joseph et Sébastien Matoura-Passade qui est en Guadeloupe. Donc c'était déjà à partir du GIP Sargasses qui est installé, déjà s'intéresser à quels seraient donc les résultats de ce GIP Sargasses. Parce qu'on sait que le GIP Sargasses, c'est l'État qui intervient. Comme je l'ai dit tantôt en économie publique, on s'intéresse à savoir si l'État doit intervenir, comment il doit intervenir, est-ce qu'il doit intervenir, est-ce que c'est efficace lorsque l'État intervient, ou alors il faut laisser le marché librement se réguler. 2 publications sont à venir. La première va se focaliser sur le consentement à payer et la deuxième sur le consentement à donner du temps. Les chercheurs ont utilisé le modèle TOBI pour estimer le consentement à payer. Les résultats de ces enquêtes ont d'ailleurs été présentés à l'occasion du 59e colloque de l'Association de sciences régionales de langue française, la SRDLF, en juin 2023 à l'Université de La Réunion. Un autre axe des travaux en sciences humaines et sociales s'est concentré sur les statuts juridiques de la sargasse. Certes, c'est un fléau, etc. Mais au fond, c'est quoi les sargasses, d'un point de vue juridique? Et donc, et à partir donc d'une intuition de juriste, on va dire, donc c'est bien dit que c'était pas aussi simple que ça. Et on a essayé dans les travaux qu'on a fait donc ensuite, essayer de savoir ce qu'étaient les sargasses et ce qu'elles n'étaient pas. Donc, on a mis en évidence que les sargasses n'étaient pas des déchets au sens juridique du terme, à aucun moment, et que les sargasses ne correspondaient pas non plus aux définitions juridiques classiques de pollution, que les sargasses n'étaient pas des espèces exotiques envahissantes, qui sont qu'une catégorie juridique en fait, donc évidemment héritées des scientifiques, des biologistes, mais les sargasses n'en sont pas. Donc qu'est-ce qu'elles peuvent bien être par rapport à ces catégories juridiques connues? Et il s'avère que l'algue brune a un statut juridique évolutif en fonction du milieu dans lequel elle se trouve. Les sargasses se trouvent dans les eaux internationales. Elles ont le statut de biodiversité marine, donc il s'agit d'écosystèmes marins en pleine mer, donc au même titre que n'importe quel autre être vivant dans l'océan. Et donc le futur traité sur la biodiversité au-delà des zones sous juridiction, comme on l'appelle, donc le traité BBNJ, en cours de négociation sous l'égide des Nations Unies, traite du statut de la biodiversité donc en dehors des eaux territoriales.
Et donc les sargasses sont soumis à cette définition-là et à ce statut que leur accordera le futur traité international. Alors ensuite, quand elles s'approchent des eaux territoriales, les sargasses prennent la nationalité du pays qu'elles traversent, des eaux du pays qu'elles traversent. Donc lorsqu'elles sont dans les eaux antillaises, elles ont la nationalité française, et c'est le droit français de l'environnement et de la biodiversité marine qui s'appliquera à elles. Lorsqu'elles finissent par s'approcher de plus en plus des côtes, les sargasses, qui sont au départ des écosystèmes marins vivants, commencent à devenir une espèce nuisible éventuellement. Et évidemment, lorsqu'elles s'échouent et qu'elles meurent finalement, c'est là qu'elles commencent à poser problème. Une fois échouées, c'est le vide juridique. Les sargasses ne rentrent pas dans les catégories existantes de déchets, ni de pollution, ni d'espèces exotiques envahissantes. Plusieurs restitutions font état de ces définitions juridiques des sargasses, du statut de protection à lui accorder ou pas, ou encore de compétences de gestion et de responsabilité. Un article scientifique a ainsi été publié dans la prestigieuse revue juridique de l'environnement. Intitulé « Les sargasses d'objets juridiques non identifiés à catalyseur de droit », on y qualifie les algues brunes comme des objets juridiques non identifiés en droit français. Manifestement, le droit doit s'adapter au changement climatique. Les questions juridiques soulevées par les sargasses demandent aux juristes de faire preuve d'imagination dans les réponses à apporter, à commencer par leur définition. De ces définitions juridiques découlent 3 éléments, c'est-à-dire le statut de protection ou pas à accorder aux sargasses. Ensuite, la compétence de gestion, qui est chargée de gérer les sargasses une fois échouées en tout cas, voire en pleine mer, si on considère qu'il faut agir. Et puis la question de la responsabilité. Qui est responsable, qui doit payer éventuellement l'enlèvement des sargasses ou l'élimination des sargasses. Donc on comprend l'importance, si vous voulez, de la définition juridique des sargasses à avoir. Et évidemment, en fonction de la définition qu'on retiendra, ou des définitions qu'on retiendra, ça peut prendre une proportion extra-française, extra-antillaise, extra-française. Et c'est là que nos collègues qui travaillent en droit international et en droit régional sur les sargasses prennent le relais, parce qu'il va falloir que l'ensemble de la Caraïbe se mobilise pour avoir une définition commune des sargasses. Au-delà de la définition commune des sargasses, l'article des 2 juristes qui ont travaillé pour le projet César évoque le principe de responsabilité commune mais différenciée. Le PRCD est présenté comme une approche intéressante quant à la question des échouages massifs de sargasses, car ce phénomène est difficilement attribuable à certains États, à certaines causes anthropiques spécifiques. Il n'y a pas un responsable, tout le monde est un peu responsable. Le dernier axe du Work Package 2 s'est intéressé aux dynamiques de coopération régionale en matière de gestion des afflux de sargasses. La démarche a été en 2 temps, celle d'abord d'un constat à partir d'une étude essentiellement de documents, et puis celle également d'entretien directif ou semi-directif avec des responsables des différentes organisations internationales de l'espace Caraïbe. Et donc l'idée, ça a été finalement de voir quels sont les axes sous l'angle juridique qui sont adoptés au sein des organisations internationales et des organisations caribéennes singulièrement, pour faire face à l'afflux finalement des sargasses sur les côtes des États membres de l'espace Caraïbe. La Caraïbe est un espace morcelé, ce qui crée des actions difficiles à coordonner entre les États membres. Pour y remédier, une conférence internationale en Guadeloupe en 2019 a marqué l'émergence d'une solidarité internationale. Cette solidarité, elle est essentiellement, on va dire, incantatoire, elle est politique. Il y a une forte prise en compte finalement au sein des organisations telles que la CARICOM ou l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, par les chefs d'État et de gouvernement de ces différentes organisations. Il y a une véritable volonté affichée, en tout cas politiquement, de pouvoir s'occuper de la question des sargasses et d'apporter finalement une aide réelle aux États membres qui sont impactés.
il y a de ce point de vue une déclinaison un peu pratique, mais elle reste encore à approfondir et à valoriser. Nous avons par exemple au sein de la CARICOM la mise en place de mécanismes d'alerte et de surveillance communs aux États membres de la Caraïbe en matière donc de circulation et d'échouage des nappes de sargasses. Mais ça reste encore à approfondir. Une publication dans la revue Études caribéennes vient compléter ce constat de solidarité en construction dans l'espace Caraïbe, avec une mise en lumière des efforts à fournir par les organisations régionales, comme l'idée d'une législation sur mesure pour la sargasse. La publication souligne qu'en définitive, le développement d'une coopération régionale en matière de sargasse constitue le trait marquant des initiatives à l'œuvre dans la Grande Caraïbe. Des initiatives qui se chevauchent, certes, mais qui ne compromettent pas la volonté de mettre en œuvre une stratégie intégrée de lutte contre l'invasion des sargasses. Mais pour dépasser l'idée de lutte qui préoccupe les États et les organisations régionales, une approche novatrice doit être introduite, une approche sous l'angle de l'adaptation, en lien avec les perturbations environnementales qui causent ce phénomène de sargasse visiblement inéluctable. Une autre publication s'est intéressée, elle, à la dimension normative, autrement dit l'utilisation par les organisations régionales des normes existantes. Dans la CARICOM, une réglementation spécifique se construit progressivement et qui tiendrait compte finalement de l'incomplétude du système normatif actuel. Finalement, la sargasse, ce n'est pas une espèce exotique envahissante. Donc on a essayé finalement de puiser dans cette législation, mais ça ne marche pas vraiment, qui consiste à dire que la sargasse est une nuisance, donc un déchet. Là encore, la législation n'est pas encore suffisamment satisfaisante, en tout cas au niveau international. Et donc là, on constate, j'ai pu constater, notamment au niveau de la CARICOM, qu'il y a cette volonté finalement de mettre en place une espèce de législation sur mesure qui consisterait à prendre la dimension multiple finalement de la sargasse, à la fois effectivement une nuisance lorsqu'elle arrive sur les littoraux des États membres, mais aussi un outil de valorisation qui peut faire l'objet finalement d'une utilisation dans la vie quotidienne des personnes qui sont impactées. En conclusion, les mots du coordinateur du projet César, Jean-Raphaël Gros-Desormeaux. La sargasse est un problème complexe. Et c'est un problème complexe qui nécessite qu'il y ait vraiment une réflexion commune qui aille au-delà de la science et au-delà du politique. On est vraiment sur un problème qui peut être réglé à condition que chacun le prenne à bras-le-corps, et je pense surtout aux associations de riverains qui sont directement touchées par le problème, sans attendre qu'un politique ou qu'un scientifique viennent apporter des réponses. Et c'est plus, selon moi, un problème qui ne peut être réglé qu'avec des initiatives locales, des initiatives presque ponctuelles, qui, au fur et à mesure, toutes mises ensemble et toutes comparées, construisent des solutions. Donc c'est une manière de dire que je suis plutôt favorable à ce que la problématique sargasse puisse, en Martinique et ailleurs, être l'occasion de développer ce que les sociologues et les politistes appellent des forums hybrides, où le scientifique, le politique, l'associatif, le monsieur tout le monde ou le madame tout le monde se retrouvent pour discuter ensemble de solutions, sans rapport de domination.